j'ai construit une pergola adossée à notre bungalow, couverte dans une série de vidéos sur ma chaîne. Je vais aborder le coût total et comparer les prix des fournisseurs de bois et de toiture, où j'ai acheté les matériaux avec ceux d'un grand magasin de bricolage au Royaume-Uni, ce qui est plutôt intéressant. Je vais expliquer le temps nécessaire à sa construction et ce que je changerais si je devais la refaire. Mais avant, je voudrais mentionner un ajout récent. J'ai installé des guirlandes lumineuses IP44. Les étagères sont suspendues avec des crochets en laiton fixés au cadre en bois. J'ai percé un trou dans le mur pour le câble que je peux brancher de l'autre côté où se trouve une prise électrique. Ces lumières fonctionnent avec une télécommande. J'en suis ravi. Je laisserai un lien vers celle-ci dans la description si vous voulez y jeter un œil. Je n'avais jamais construit de pergola auparavant, et tout ne s'est pas passé aussi bien que je l'espérais. Donc, je vais commencer par ce que je ferais différemment si je devais recommencer. J'ai utilisé des supports de poteaux fixés à une fondation en béton pour les montants verticaux, qui soutenaient auparavant une véranda adossée à l'arrière de notre maison, que nous avons démolie avant de commencer les travaux sur la nouvelle terrasse. Et pour la pergola, je n'aimais pas que les supports de poteaux que j'ai achetés aient ces languettes à l'intérieur, conçues pour s'enfoncer dans le bois et le bloquer en place. J'ai donc découpé les languettes avec mon outil multifonction oscillant avant d'installer les poteaux, car elles auraient gêné leur mise en place. Le bois était déjà bien ajusté, même sans les languettes. Mais plus important encore, ces languettes qui entaillaient le bois auraient-ils compromis le traitement autoclave du bois. Selon moi, cela les rendrait plus vulnérables à la pourriture due à l'humidité pénétrant le bois. Après avoir lu les commentaires, les avis sont partagés, mais certains sont d'accord avec moi, comme Guide Joiner, qui m'a aidé à plusieurs reprises pendant la construction de la pergola avec ses conseils. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Guide sur YouTube, je vous la recommande vivement. Il fait beaucoup de vidéos de menuiserie en situation réelle, et il a bien plus d'expérience que moi avec ce genre de projet. Je mettrai le lien vers sa chaîne en description, allez y jeter un œil. Quoi qu'il en soit, avec le recul, j'aurais utilisé un autre type de support de poteau à boulonner, et il y a plein d'options disponibles. En posant la nouvelle terrasse, j'aurais utilisé du plastifiant dans le mortier, car cela l'aurait rendu un peu plus souple et plus facile à travailler. Ce qui veut dire que je n'aurais pas eu à taper aussi fort sur les dalles avec mon maillet pour les mettre à niveau, et j'aurais peut-être évité d'en casser une ou deux. J'avais du plastifiant dans mon abri de jardin, mais j'ai oublié de m'en servir. Quelques personnes dans les commentaires ont dit que j'aurais dû commencer par le centre en posant mes dalles, pour avoir une dalle découpée de taille égale de chaque côté. Et oui, j'y ai pensé et parfois c'est une bonne idée, mais dans ce cas, ça aurait voulu dire que j'aurais eu une dalle vraiment fine de chaque côté, ce qui aurait eu l'air idiot. À mon avis, un des mélanges de mortier que j'ai préparé pour les joints était trop humide, et cela a provoqué des taches autour des bords des dalles. J'ai essayé de nettoyer ça à l'époque avec de l'eau et une éponge, mais il y a quand même eu un peu de taches. Donc, il est important de se rappeler que le mélange de mortier pour les joints doit être assez sec tant qu'il tient bien ensemble. Serré, ça ira. Pour la pergola, du bois raboté partout aurait été plus agréable à travailler. Le bois raboté est plus joli que le bois brut que j'ai acheté, mais à l'époque, je ne pouvais pas trouver tout ce dont j'avais besoin en bois raboté, et ça aurait été nettement plus cher. Mais l'apparence du bois brut ne me dérange pas pour un projet de jardin. Pour la sablière, j'ai utilisé une planche de 10 cm sur 5, mais avec le recul, j'aurais utilisé une planche de 15 cm sur 5 pour ne pas avoir ces petits espaces sur les côtés sous le toit. Ce n'est pas un gros problème, mais je pense que ça aurait été plus joli sans ces espaces. J'ai choisi une planche de 10 cm et 5 cm pour la sablière, car c'était moins cher et j'en avais besoin pour les supports d'angle. Une planche de 15 cm x 5 cm ne me semblait pas appropriée pour les coins. Le dessin 3D a révélé une disproportion de la structure. Avec une planche de 15 cm sur 5 pour la sablière, je n'aurais pas pris le mauvais angle avec ma fausse équerre en traçant sur la sablière et le cadre avant. Étrier de solive. Avec le recul, je pense que l'utilisation de certains étriers de solive à fixation invisible aurait donné un aspect plus propre, et cela m'aurait évité de devoir plier une aile des étriers à chaque extrémité pour les fixer dans le bois de bout de la sablière. Guide Joiner m'a dit que plier les étriers et les fixer dans le bois de bout serait correct, et comme toujours, il avait raison. Ça a très bien fonctionné, mais il m'a aussi suggéré une autre option, qui consistait à installer l'étrier normalement en laissant la sablière et la poutre avant avec un léger débord. Comme lors de l'installation, en utilisant des cales en bois le long du chevron à l'extrémité et en fixant une planche de rive sur les côtés, j'ai vraiment aimé cette solution. Le seul inconvénient est qu'il aurait fallu acheter plus de bois ou même du polychlorure de vinyle, une autre option pour les planches de rive, permettant d'harmoniser avec les rives de mon bungalow. De plus, j'avais atteint le maximum de notre budget avec les matériaux déjà achetés. Plier les étriers de solive était donc l'option la moins chère, et ça a très bien marché.
En passant à la toiture en polycarbonate, j'ai mentionné dans la vidéo que je n'étais pas sûr que l'espacement de 600 mm entre les chevrons pour la portée des plaques serait suffisant sans affaissement. Et les commentaires de cette vidéo ne m'ont pas vraiment convaincu dans un sens ou dans l'autre, car j'ai eu autant de personnes qui disaient que ça irait que de personnes qui disaient que je devrais ajouter des renforts plus tard. Je verrai comment ça se déroule et j'ajouterai des entretoises plus tard pour soutenir les plaques par en dessous si nécessaire en cas d'affaissement. J'aurais dû caler la première pièce de profilé en F en aluminium d'environ 6 mm pour que les plaques de polycarbonate à l'extrémité soient au même niveau que celles maintenues par les barres de vitrage, ce que j'ai fait lorsque j'ai posé le deuxième profilé en F. Ce serait facile de corriger la première, mais ce n'est pas très visible, donc ça me va comme ça. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que je ne savais pas comment installer la bande d'étanchéité sans accès au toit au-dessus, ce que certains ont relevé dans les commentaires. La solution est de poser une planche sur les plaques de polycarbonate. Cela m'aurait permis de supporter mon poids pour monter et installer le tout. Et cela m'aurait probablement permis de faire un travail beaucoup plus soigné en l'appliquant. Mais d'un autre côté, comme mon toit a une légère pente, je pense que cela aurait quand même été difficile à installer tout en m'empêchant de glisser du toit. Mais qui sait? J'ai dû aller chercher un manteau, ce qui m'amène à mon dernier regret concernant ce projet. C'est que j'aurais aimé avoir construit cela plus tôt dans l'été afin que nous puissions vraiment profiter de l'espace. Nous sommes maintenant en octobre, donc nous n'allons probablement pas beaucoup plus profiter de cet espace cette année, mais une combinaison entre l'attente des matériaux de construction et l'attente que mon bois sèche a fait que je n'aurais pas vraiment pu commencer le projet beaucoup plus tôt. Dommage. Parlons maintenant de la durée nécessaire pour finir le projet. Enlever la dalle de béton m'a pris environ 4 heures, l'excavation de l'excès de terre environ 3 heures, l'ajout et le compactage de la sous-couche en mode type 1 environ 3 heures et demie. La pose des dalles m'a pris environ 12 heures. Mais je suis sûr qu'un professionnel qui fait ce genre de travail régulièrement l'aurait fait beaucoup plus rapidement, puis le jointoiement m'a pris encore 2 heures. La construction du cadre en bois de la pergola. L'installation des chevrons a pris environ 18 heures et la pose des plaques de polycarbonate 6 heures. Au total, 48,5 heures, soit un peu plus de 6 jours de travail à 8 heures par jour. Cela n'inclut pas le temps de planification, de modélisation 3D de commandes et de récupération des matériaux. Cette vidéo est sponsorisée par ITS et leur vente du Black Friday dure 4 semaines à partir du 5 novembre avec de nouvelles offres chaque vendredi. Les stocks sont limités, profitez-en. Livraison le lendemain pour les commandes avant 19 h. ITS ne sera pas battu sur les prix par Toolstation ou Screwfix. Plus de 21 000 avis, 5 étoiles sur Trustpilot. Lien dans la description. Passons maintenant au coût, et je vais procéder à rebours en commençant par les plaques de toiture en polycarbonate et les matériaux que j'ai achetés chez un fournisseur local de toiture. Le coût total était d'environ 250 livres. J'ai pensé qu'il serait intéressant de faire une comparaison de prix avec l'un des grands magasins de bricolage ici au Royaume-Uni. Les plaques de polycarbonate y étaient presque 2 fois plus chères, même si c'était pour une plaque légèrement plus grande, car ils ne fournissent pas de 600 mm, mais bien de 700 mm. Ils ne proposent pas non plus les plaques de polycarbonate en finition opale, qui est une sorte de teinte blanche. Ils ne vendent que des barres de vitrage transparentes. Là-bas, elles étaient à 25 livres chacune au lieu de 15 livres, pour exactement le même produit. Autant que je puisse en juger, les embouts de plaques en polychlorure de vinyle revenaient à peu près au même prix. Et ils ne vendaient pas de profilés en aluminium en F, seulement ceux en polychlorure de vinyle. Donc on va retirer ça de l'équation pour cette comparaison. Le coût était de 377 livres contre 218 livres. Cela fait une économie de 159 livres, donc le magasin de bricolage était 73% plus cher, ce qui montre bien qu'il faut vraiment comparer avant d'acheter, car vous trouverez de bien meilleurs prix et un choix de produits bien plus large ailleurs. Passons maintenant au bois, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. J'ai acheté tout mon bois chez un marchand local spécialisé dans le bois tendre brut traité sous pression. C'est tout ce qu'ils vendent. Le prix total pour moi était de 134 livres et 27 pence. Je ne bénéficie pas non plus d'une remise professionnelle, donc c'est le prix habituel pour le client. Si j'étais allé dans le grand magasin de bricolage pour acheter mon bois, je n'aurais pas pu obtenir exactement la même chose, car dans ce magasin en particulier, la plupart des bois sont rabotés sur toutes les faces, à l'exception des poteaux qui sont bruts et des chevrons qui sont sciés finement. Donc ce n'est pas
une comparaison équitable, mais le prix du magasin de bricolage était de 270 livres et 50 pence, soit 101 livres de plus que chez mon marchand de bois local. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment été surpris par ça. Donc, encore une fois, comparez les prix, achetez localement, vous obtiendrez probablement de bien meilleurs prix, un meilleur choix de bois et peut-être même une meilleure qualité. La terrasse a coûté 391,47 livres sterling au total, comprenant le sable grossier, le ciment, le MOT type 1, les dalles et un peu de gravier. J'ai acheté la majorité des matériaux chez un grand négociant en matériaux de construction, car j'y bénéficie d'une petite remise professionnelle et de la livraison gratuite. Cette fois-ci, c'était moins cher d'acheter chez une grande chaîne que localement, en incluant les frais de livraison. J'ai acheté les dalles sur Facebook Marketplace auprès d'un paysagiste local. Il y avait 133 livres supplémentaires pour d'autres matériaux, vis, fixation, peinture, produits de préservation et quincaillerie. Pour la location de matériel, j'ai pu emprunter gratuitement une plaque vibrante et une bétonnière à des proches, donc aucun frais de ce côté. Tous les gravats excédentaires ont été évacués et éliminés gratuitement. Il y a une ferme près de chez moi qui récupère les gravats, les broie et les revend comme tout venant. Donc j'ai fait environ 15 allers-retours en voiture pour me débarrasser gratuitement de tous les gravats. Mais j'ai payé 55 livres à un gars pour qu'il vienne récupérer tout l'excédent de terre végétale. J'ai tenté de m'en débarrasser en l'offrant comme terre végétale gratuite sur Facebook Marketplace, mais elle est restée là 3 semaines. Personne ne semblait intéressé. Ça valait le coup d'essayer, mais ça bloquait notre allée. Alors finalement, on a payé quelqu'un pour venir l'enlever et ça nous a coûté beaucoup moins cher que de louer une benne. De plus, il a tout pelleté seul, m'économisant ainsi de l'énergie. Et enfin, il y avait 20 livres de frais de livraison du fournisseur local de toiture pour les plaques de polycarbonate et les matériaux. Donc, le total général était de 983 livres et 92 pence, et j'avais prévu un budget d'environ 950 livres. Donc, j'étais content de ça, et aussi content qu'on ait réussi à garder le coût en dessous de 1000 livres. Dans la dernière vidéo, j'ai demandé aux gens de deviner le coût, et 66 personnes ont essayé au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Les estimations allaient de 350 livres jusqu'à 2730 livres, et j'ai fait un graphique parce que je ne suis pas trop nul pour voir quelle était l'estimation la plus populaire, et la plupart des estimations allaient de 600 livres à 1000 livres. La meilleure estimation était celle de Downsy01, qui a deviné 975 livres. Contacte-moi via Instagram ou email si c'est toi. Mes coordonnées sont ci-dessous. Mets ton pseudo Etsy dans la description et je t'enverrai des articles gratuits de ma boutique. Ils sponsorisent cette vidéo. Ont également fait don d'un lot, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je l'afficherai à l'écran. Abonne-toi à ma chaîne pour plus de vidéos hebdomadaires. Pour soutenir la chaîne et avoir un accès anticipé, rejoins-moi sur Patreon. Des vidéos exclusives comme celles affichées à l'écran en ce moment, des plans de projets gratuits et des listes de découpe. Et une mention de ton nom à la fin de mes vidéos. Retrouve les liens vers Patreon et l'abonnement à ma chaîne YouTube en description. Merci d'avoir regardé.